La grandeur, c'est d'abord dans la tête. Exact. Le tiers peut vous juger petit, mais du moment où vous vous voyez grand vous-même, agissez comme si vous êtes grand et le monde verra que vous êtes grand. Donc c'est le jugement. Mais La grandeur, c'est mental. D'abord mental. Mental. Exact. Ok. Alors, la première partie de notre mission, c'est d'abord votre biographie, qui est Monsieur Bossoukou Etumba. Vous êtes né, plus précisément, où vous étiez fait, et père de famille, marié, à qui? Voilà, alors nous voulons savoir quelques détails concernant votre vie. Oui, Bossoukou Etumba, c'est un citoyen congolais, né et grandi à Kinshasa, père de famille. Vraiment dans le fond de Kinshasa, j'ai fait mon école maternelle ici à Kinshasa, à Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima. J'ai suivi une partie de mon école primaire à Saint-Raphaël, Limité. Saint-Raph, oui. Ensuite, je suis allé à Monseigneur Moké. Après quoi, je suis allé à l'internat vers Maïndombe. Et j'ai eu finalement mon diplôme d'état ici à Kinshasa, dans une des écoles de Mongafula. Et après, je suis allé à l'Unikin où j'ai fait l'étude de communication en multimédia. Ah, ok, en multimédia, à l'Unikin. Exactement. Et après, j'ai embrassé la carrière. Bon, déjà que quand j'étais étudiant, plusieurs fois j'ai été consultant dans des entreprises, des cabinets privés de consulting de tout genre. J'ai travaillé avec une entreprise de développement d'applications informatiques, Roti SARL, auprès de qui j'ai vu comment se passaient les propositions des solutions informatiques auprès des entreprises telles que la SNEL, Cohydro à l'époque. Après, j'ai travaillé comme consultant avec BCB où nous avons rendu des services à la DGI, à la SNEL aussi notamment, à la RVA. Et après j'ai travaillé auprès d'une des banques ici à Kinshasa, où j'ai eu une expérience de 5 ans en tant que banquier. Voilà, j'ai travaillé dans plusieurs métiers de banque. En fin de compte, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et aujourd'hui, Bossoukou, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. J'ai une casquette d'administratif aiguisée, dès par mes expériences antérieures. J'ai aussi cette casquette d'entrepreneur, créateur d'entreprise. J'ai cette passion pour les arts et aussi homme politique parce que je suis cadre dans le parti Lumumiste unifié. Donc voilà, un homme avec beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves pour ce pays et pour le bien-être de la population en général. Voilà. Et vous aurez la facilité de nous dire clairement, vous êtes marié à qui? Oui, je suis marié et père d'une adorable petite fille. Je salue ma femme, mon épouse Florence Pagnassi et ma fille Allegra qui me suivent en ce moment. Voilà. Et qu'est-ce que vous détestez sur le plan comportemental? Ce que je déteste sur le plan comportemental, c'est l'arrogance. L'arrogance. L'idiotie. Ouf. Ouais. Parce que ça énerve lorsque vous expliquez quelque chose de compréhensible à quelqu'un et que vous sentez que la personne refuse de comprendre. Soit par idiotie ou par arrogance. Et il le fait sciemment. Sciemment. Par arrogance, la personne ne sait pas, mais il veut montrer à ceux qui sont autour qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Et il réagit avec arrogance. Et d'autres, c'est par idiotie simplement. Ils n'arrivent pas à comprendre quelque chose d'aussi simple à comprendre. Bon, voilà. Donc, l'événement le plus marquant de votre vie qui vous rend heureux quand vous pensez à cet événement? La naissance de ma fille. Ah, la naissance de votre fille. Ouais. C'est encore qui?
Allegra. Allegra, bébé Allegra. Oui. Et l'événement le plus douloureux de votre vie? J'ai perdu beaucoup de personnes chères, mais pas si proches que ça directement. Mais de manière globale, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est à mon enfance, le pillage. Le pillage? Oui, le pillage. C'est une période qui m'a beaucoup terrorisé au fait. Ah bon? Ouais. Vous avez pillé? Vous avez aussi une activité? Non, pas vraiment, mais vous avez on a assisté? été visité. Ouais, mais malheureusement, nous étions bien barricadés. Ils n'ont pas eu accès. Je me rappelle que j'ai couru sous le lit de mon père pour me cacher, mais ils n'ont pas eu accès. Mais on a vu, j'ai jamais vu à cette époque, je me rappelle, autant de militaires circuler, des coups de feu. À l'époque, ça m'a beaucoup terrorisé. Et à chaque fois que j'y pense, à la guerre de la libération, j'étais quand même déjà assez avancé, mais à l'époque, ça m'avait beaucoup terrorisé. Le pillage, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Votre préférence alimentaire? Faut dire que j'ai pas de préférence particulière. Bon, je préfère quand même, par rapport à la viande rouge, je préfère la viande blanche, du poisson, légumes, voilà. Et votre tenue préférée? Pas non plus de particularité, ça dépend d'un événement à l'autre. Vraiment, je ne suis pas exigeant. Quel acteur politique qui vous a plus marqué par sa façon de diriger, par sa façon de se comporter, je sais pas, ici, en RD Congo, en Afrique et du point de vue mondial? Je parlerai plus d'ici, en RDC. C'est quelqu'un que je n'ai pas connu personnellement, mais je crois que Patrice Emery Lumumba avait des valeurs. C'était quelqu'un qui était en avance sur son temps. C'était quelqu'un, un illuminé, comme on dit. Il pensait et il disait des choses que les gens ont compris plus tard. Et pour moi, c'est vraiment un modèle politique qui me fascine beaucoup, Lumumba. Voilà. Très bien. Alors, un sportif que vous adorez, que vous aimez, que vous préférez? Sportif, faut dire déjà que je ne suis pas trop sport, mais à l'époque, j'aimais quand même bien le basketball et Michael Jordan. Michael Jordan. Ouais, Michael Jordan. Et un artiste, parce que vous aimez aussi la culture? Ouf, la musique, depuis un temps, je me suis reconverti en gospel et tout. Mais dès ma plus tendre enfance, j'étais très fasciné par Michael Jackson. Et après ma reconversion, c'est Michael Smith, le musicien gospel qui m'a beaucoup fasciné par ses cantiques, sa manière de chanter. Alors vous aimez plus la musique chrétienne? Voilà. Très bien. Alors, nous passons directement à la seconde rubrique, réalisation. Vous êtes membre cadre du PALU, c'est ça? Exact. Alors, qu'avez-vous déjà fait et votre parti, son apport, parce que vous êtes déjà en plein congrès, non? Exactement, exactement. Essayez un peu de nous donner des précisions là-dessus. PALU, il y en a deux maintenant, ou comment? C'est divisé en deux? Non, le PALU 2, je ne sais pas, à moins que vous me l'appreniez. Mais jusque-là, clairement parlant. Le PALU, le parti lumumbiste unifié. Vous êtes toujours unis ou divisé? Un seul parti lumumbiste unifié. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a un seul parti lumumbiste unifié. C'est pas plus tard qu'hier que j'apprends une fille de Gizenga, une fille de notre fait patriarche, Antoine Gizenga, qui a créé son parti politique, mais qui n'a rien à voir avec le parti lumumbiste unifié, quoi. C'est tout un autre parti, mais il n'y a qu'un seul PALU, sur de bonhommes dirigés par le camarade Godefroy Mayobo, en préparation du congrès qui commence déjà ce 28 sur la place Kagé, à la 16e rue du Mété, ce 28. Et voilà, deuxième congrès après 57 ans. 57 ans après, votre rapport, qu'avez-vous réalisé?
Moi-même, en tant qu'individu et cadre du parti, je n'ai jamais eu d'espace dans l'exécutif ou dans l'administration publique pour exprimer la politique du PALU. Non, j'ai pas encore eu ces privilèges. Et dans l'ensemble? Et dans l'ensemble, partout où il y a un représentant du PALU dans l'administration publique, dans la gestion des choses de l'État, ça se fait sentir. Ben évidemment, il y a certains qui ont biaisé l'image du PALU dans leur gestion, mais pour la plupart de cas, on le sent. Aujourd'hui, nous avons un ministre porte-parole du parti, le camarade Patrick Mouyaya, que vous connaissez très bien. Oui. Il marque son temps et on Très sent bien. son savoir. Et c'est un fils du PALU, ça nous honore tous jeunes au PALU. Là, vous avez raison. Et aussi, nous avons vu la gestion du feu patriarche Antoine Gizenga en tant que Premier ministre, une responsabilité qu'il a eue sur un temps aussi bref, mais nous avons senti qu'il bougeait les lignes. Et si on arrivait à accorder un plus grand espace au PALU, je crois qu'effectivement le peuple vaincra. Le peuple Vaincra. Vous êtes toujours dans l'Union sacrée? Oui, le PALU est membre de l'Union sacrée. Nous avons adhéré à l'Union sacrée sur base des valeurs. Nos amis initiateurs de l'Union sacrée apprenaient le peuple d'abord. Et nous qui disons le peuple vaincra, nous avons la même vision de mettre l'homme au centre, le peuple d'abord, et le peuple vaincra pour voir comment travailler ensemble et produire des résultats palpables qui vont impacter la vie sociale et économique du peuple. Et je crois que les choses sont en train d'avancer. Bientôt les mandataires seront nommés et le peuple aura des retombées effectivement avant la fin de ce mandat. Si je vous posais la question de savoir votre bilan, comment vous allez comme ça dresser le bilan de 100 jours, après 100 jours, la gestion, le gouvernement récemment, comment vous allez comme ça répondre? Le bilan 100 jours après, vous savez qu'il y a eu des grandes décisions qui ont été prises. Le gouvernement, 100 jours, c'est peu, c'est réglementaire évidemment, mais c'est pas assez pour produire, réaliser d'aussi grandes choses, mais les choses ont sensiblement bougé. Nous avons vu l'état des sièges qui produit des fruits. Hier, nous avons encore appris qu'il y a un bastion des ADF qui était en fuite et poursuivi par nos forces. Donc on sent que la quiétude, la calmie gagne de plus en plus de terrain à l'Est. Quand même quelques poches de violence qu'on apprend, mais qui se raréfient de plus en plus, quoi. Et du point de vue économique, il y a le ministère de l'économie et le ministère du commerce extérieur qui a réalisé, les deux ministères qui ont réalisé des grandes avancées. Nous apprenons déjà que les opérateurs d'aviation civile ont revu à la baisse les prix et l'impact est palpable. Il y a eu augmentation des passagers, il y a eu augmentation des chiffres et ça c'est quelque chose de positif. Donc aujourd'hui les Congolais peuvent visiter son pays et il y a aussi les fournisseurs des denrées qui ont accepté de baisser à une certaine mesure leurs prix et je crois que dans les jours à venir le Congolais pourra manger à satiété, voilà. Monsieur Bosuku Etumba, vous êtes congolais, vous avez des idées. Est-ce que vous pouvez comme ça, d'emblée, nous donner quelques propositions qui feront en sorte que notre pays puisse connaître un redécollage? Oui. En tant que fils du pays. Vous savez, le Congo, une des richesses de ce pays, c'est des hommes à idées. Évidemment, nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de propositions à faire qui demandent à ce que nous puissions faire des exposés en longueur et d'envergure pour pouvoir... Vous pouvez aborder peut-être des secteurs ou deux points essentiels. Je ne cesserai de le redire, le pays a un grand problème d'administration dans la gestion et je pense que si
Aujourd'hui, nous arrivons à mettre en place un système intégré dans l'administration, un système informatique intégré dans l'administration pour la gestion, pour les services envers le public, pour le partage d'informations entre services. Ça sera déjà un grand pas qui pourra en même temps réduire le temps de traitement des dossiers, réduire le risque de corruption sensiblement, augmenter les chiffres en canalisant les recettes. Et je pense que nous avons grand besoin aujourd'hui de digitaliser les services publics, numériser le service public de manière synergique, que nous ayons des portails entrelacés qui permettront aux utilisateurs de pouvoir demander tout genre de services. Et la réalisation sera facile? Bien évidemment, c'est pas sorcier. Ça le existe. coût aussi estimé à combien? À ce jour, avec un peu plus de 800 000 $, nous sommes à mesure d'installer, d'implémenter et de lancer une telle plateforme. Où aujourd'hui, commençons par les débuts. Il y a ma fille qui est née, je scanne simplement l'attestation de naissance m'est délivrée par l'hôpital, je remplis un certain formulaire en ligne, je paye s'il y a lieu de payer, sinon je remplis simplement et je valide, et l'administration reçoit. Je suis répondu à l'immédiat parce qu'il y a un modèle type assimilé au public postage, pour ceux qui savent, modifié à la demande selon les informations insérées dans la base de données, et je tire l'acte. L'acte codé, vérifiable sur le portail. Quand vous tapez l'acte, on vous montre l'authenticité et les informations incluses dans l'acte avec un QR code à côté qu'on peut scanner. Donc c'est des choses comme ça. Ça, je commence par les débuts, l'acte de naissance, là où commence la citoyenneté. Et après, il y a d'autres actes qu'on peut solliciter auprès de l'administration publique et obtenir facilement grâce au portail numérique. Voilà. Et le second volet? Le second volet, c'est la promotion de l'entrepreneuriat. Il faut que l'État mette en place des mécanismes, en dehors de l'aspect numérique notamment, vraiment des mécanismes et des procédures qui facilitent l'entrepreneuriat, qui promouvoient l'initiative privée. Nous avons des gens ici à Kinshasa capables de concevoir des machines que vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons des produits conçus prêts à être dupliqués ou produits à grande échelle, mais qui ne demandent que l'accompagnement de l'État. Nous avons des institutions telles que le FPI, l'ANAPI, je sais quoi d'autre, mais on sent quand même une certaine lourdeur dans les démarches qui nécessitent à ce que l'État aujourd'hui mette en place des mécanismes simples et faciles pour que les choses aillent vite et que les entrepreneurs, les jeunes, les promoteurs d'idées puissent contribuer sensiblement au développement du pays. Et ça n'est fini? Bon, ça c'est juste une partie, mais il y a encore beaucoup à faire, côté éducation, côté santé. Si on prend par exemple côté éducation, moi je pense par exemple qu'au niveau de l'éducation des bases, il y a trop de cours qui n'aident pas au fait. Il faut une réforme au niveau des... Vraiment beaucoup de réformes et enlever certains cours, en rajouter d'autres. Ok? Parce que là aujourd'hui, l'enfant éduqué, on l'apprend quoi? Tout ce qu'on apprend à l'école. Et puis à la maison, on lui dit, bon voilà, apprends tout ça pour que demain tu deviennes cadre fonctionnaire ou ministre, je sais quoi. C'est tout ce qu'on dit aux enfants. Or, il faut préparer aussi les enfants à l'entrepreneuriat. Donc, il y a des cours d'entrepreneuriat qu'il faut intégrer, les cours d'intelligence financière qu'il faut intégrer pour que les enfants, la génération qui arrive après nous, puissent booster au fait qu'on sente qu'à partir d'un certain moment, il y a eu une ligne de rupture. La nouvelle génération qui a suivi ce type de formation, qui arrive à maturité et qui produit des exploits. Avec le Bombay? Non, mais écoutez, ça c'est le travail
de brigade de stup qui a qu'à faire son travail. Donc c'est connu dans les quartiers, les gens connaissent. D'ailleurs, quand je parle de portail numérique, vous savez, aujourd'hui, si nous avons un tel portail où le chef de quartier a ses habilitations dans ses applications, le chef des rues a aussi ses habilitations, ok, parce que l'interface qu'utilisent tous les utilisateurs ne peut pas être la même interface que le bourgmestre, le chef des quartiers ou le chef de rue. Mais le chef des rues a ses habilitations et ça le permet de charger des informations pour, comment dirais-je, renseigner les services. Ok. Habilité. Voilà, pour signaler que dans tel coin, il y a une usine artisanale de boissons alcoolisées. Dans tel coin, il y a un centre où, je ne sais pas, un cercle de Bombay ou quoi, comment vous l'appelez. Ben, aussi facilement, on interdit ces choses, on arrête ceux qui en produisent. Donc, selon vous, donc, quand on essaiera de tout digitaliser, on va faciliter beaucoup de choses. Non, mais il y a de ces choses qui peuvent déjà être résolues sans passer par la digitalisation. Hein. Et vous serez capable de le faire, vous, en tant que citoyen congolais? Bien sûr. Vous savez, comme je vous disais, je suis d'un parti politique. C'est vrai qu'on parle de choses en général, mais je vous ramène quand même sur ce terrain-là, où nous avons une éducation sur la gestion de la chose publique, l'excellence. Ok? Et si aujourd'hui, moi, Bossukou Etumba, j'ai des responsabilités pour gérer la chose publique, selon mes compétences, on me dit par exemple, tiens, prends tel ministère parce que par rapport à ton profil, nous comprenons ou nous voyons que vous pouvez apporter quelque chose, eh bien la population va sentir. Ça va se sentir que voilà, il fallait absolument que M. Bossukou soit à telle place. Ça c'est selon votre sélection personnelle. Parce que vous avez aussi évoqué la sélection. On doit bien sélectionner et bien ceux qui doivent nous diriger. Bien évidemment, sans vouloir, sans prétention, évidemment. Excusez-moi si j'ai été trop prétentieux, mais tout passe par là. Hein. Il faut d'abord que les ministres des tutelles sachent sélectionner les personnes, parlant quand même des quotas, selon le quota, mais aussi selon les compétences et les agilités, les habiletés, les talents de chacun, quoi. Qu'on sache au moins que voilà, M. Doudou Montiri a telle compétence, telle expertise, il maîtrise tel outil, il peut travailler dans telle entreprise publique et il va produire des résultats par rapport à ses antécédents. Et on te met sur une période d'essai de autant de mois pour voir ce que tu peux produire, une période de moratoire pour voir ce que tu peux produire. Au cas contraire, on peut toujours changer dans le même quota. Hein. On va dans le parti, non, donnez-nous une autre personne, telle après période d'essai, il n'a pas, le résultat n'est pas concluant, proposez une autre personne, et bien je crois qu'on évitera de perdre autant de temps et on ira directement au choix des bonnes personnes. Voilà. Parlons d'actualité, question d'actualité. Vous êtes prêt à répondre à quelques questions? Je ne sais pas, c'est une virgule régnant au sein de l'EPST et surtout entre M. Alinguetti, l'IGF, le ministre Tony Mwamba, moi Papito. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez donner comme peut-être proposition ou peut-être comment orienter cette sorte, c'est pas, au terme clair, ça ne cesse de perturber un peu ce qu'on avait comme l'idée première de l'IGF. Ça prête à des confusions. Bon, moi je pense que M. Alinguetti, c'est quand même une grande personnalité aujourd'hui, une plaque tournante de l'actualité de ce pays. Tout le monde parle IGF. Et quand même, auprès des entreprises publiques, on sent que les lignes bougent, les chiffres changent, parce que les gens ont de plus en plus peur. Hein. Les gens évitent de toucher à la chose publique. Et je pense que la dissuasion
vient des actions de M. Aligneté, sinon de l'IGF en tant qu'institution. Mais il y a quand même un petit couac. Je crois qu'il y a encore possibilité que l'IGF agisse en silence. Il y a cette possibilité, ouais. Donc l'IGF, c'est quand même des flics, à une certaine mesure. Et comme on dit bien, l'argent n'aime pas les bruits. Et parlons de finances, nous parlons d'argent. Donc il faut faire les choses en silence. Et ça, c'est une recommandation que je peux faire à M. Aligneté et entouré d'imminents messieurs que je respecte beaucoup autour de lui, tels que M. Battus Victor. Écoutez, il y a cette possibilité-là d'agir en silence. L'IGF peut mener ses investigations, ses enquêtes, avant de tirer des conclusions. Rester dans l'ombre. Rester vraiment sous silence, attraper le voleur, la main dans le sac et l'exposer pour dissuader les autres. Et non pas citer les tentatives ou les craintes et les exposer. Ça, c'est la seule chose que je peux condamner, si je peux le dire comme ça. Mais sinon, de manière générale, on sent que le travail se fait. Pas de consensus jusque-là. Je ne sais pas, selon vous, est-ce que les confessions religieuses, les chefs religieux, pourront comme ça faciliter la gestion politique de notre pays? Il faut le mettre à l'écart ou comment? Je ne sais pas. Vous savez, nous parlons des élections là. Clairement parlant. Nous parlons des élections et cette question d'élection, je crois que si au niveau de la société civile, on arrive à associer les hommes d'église, c'est simplement dans le souci de la crédibilité qu'on leur accorde. Ok, cette étiquette de sérieux. Et à ce stade, je crains qu'il n'y ait plus lieu de garder ces scénarios. Et j'ai bien suivi notre secrétaire permanent porte-parole du parti, le camarade Godefroy Mayobo, sur une des chaînes de radio, faire des propositions telles que je l'ai dit souvent, des illuminés, des vrais lumumbistes qui voient loin, qui sont en avant sur leur temps pour dire que c'est l'apanage du ministère de l'Intérieur. C'est au ministère de l'Intérieur d'organiser ces choses. Dans l'avenir, donc, je pense que nous avons la possibilité d'éviter tous ces scénarios et confier l'organisation des élections à l'exécutif. Qui sera toujours politisé? Bien évidemment, mais avec des bons outils, avec des bons mécanismes, il y a toujours moyen de contrôler, il y a toujours moyen de surveiller pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Vous êtes sûr, certain? Bien sûr, puisque ailleurs ça se fait. Voilà, on va un peu évoquer ces problèmes, note circulaire du ministre du Travail qui avait à tout prix faciliter et couper court aux travaux peut-être forcés pour moi, selon ma conception. Et les gens qui travaillent de façon à ne pas être rémunérés, et surtout la sous-traitance qui gangrène notre pays, il faut nécessairement couper court à cela. C'est pas cette note circulaire. Vous pensez que ça pourra apporter des fruits, même si nous n'avons pas comme ça des embauches, nous n'avons pas des entreprises ici dans notre pays qui pourra comme ça embaucher les nationaux? Voilà justement pourquoi nous parlons de ce portail numérique, quelque chose de très important. De tels problèmes nécessitent absolument la digitalisation et la numérisation des services. Parce que qui peut embaucher? Et qui embauche qui? Avec quelles conditions? Avec quel soubassement? Voyez-vous, aujourd'hui, sous d'autres cieux, c'est pas tout le monde qui a cette autorisation d'engager les gens. Il faut être une entreprise bien répertoriée, non blacklistée, pour embaucher. Et toi qui travailles, quelle autorisation as-tu de travailler? Quel document as-tu? Es-tu citoyen congolais pour travailler dans ce pays? Donc c'est tout ça qui nécessite assez que
la gouvernance, le système tout entier soit intégré pour permettre aux entrepreneurs, aux employeurs et aux employés de se protéger mutuellement. Et c'est là qu'intervient l'idée de tout digitaliser de manière synergique, où on voit tous les services, tous les ministères travailler de manière synergique pour éjecter ou émettre leurs besoins afin de les placer sur cette plateforme et nous permettre de résoudre tous ces genres de problèmes. Dites-moi aujourd'hui, avec cette note, ok, Monsieur Doudou, avec cette note, est-ce que le ministre a des moyens de contrôle, a des services sur terrain pour surveiller tout ça? Ou ça reste simplement une note à publier sur Twitter, sur Facebook, je ne sais pas. Quels sont les outils et les moyens de contrôle, les moyens de suivi? Je crains que cette note reste morte. Donc il y a encore des actions à poser au-delà de cette note pour sécuriser la population et aussi pour mettre à l'abri les entrepreneurs qui ont le souci de donner du travail. Voilà, alors je crois que peut-être vous êtes Congolais, je suis sûr et certain que vous êtes Congolais. Parce que de père et de mère. De père et de mère, parce que là, vos citoyens souffrent, ils n'ont pas de salaire, ils sont là. Hein, mais vous devez nécessairement donner des propositions allant dans le sens de promouvoir vos citoyens, les citoyens congolais, les nationaux. En leur place, on ne peut pas aussi dire clairement les expatriés n'ont pas de place ici, mais quand même promouvoir, donner la chance aux Congolais. Un travail décent pour les Congolais. Mais la promotion. Écoutez, je l'ai dit, il faut promouvoir les entrepreneurs. J'ai encore déploré, dernièrement, j'ai appris que une société de télécommunications aurait signé avec un ministère pour un service X. Et en parallèle, je sais que le même service, cette société de télécommunications est une multinationale, ok? Mais le même service est proposé par un Congolais de père et de mère qui a conçu un système qui souffre malgré les financements qu'il a reçus aussi de certains expatriés, mais l'idée a été pondue par un Congolais qui pouvait aussi avoir ce marché. C'est compliqué. Alors, que faire pour conclure? Le chemin est encore long à parcourir, le chemin est encore long et il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Merci Monsieur Bosuku Etumba, à la prochaine occasion. Vous étiez notre invité, notre grand de ce soir. Je crois que prochainement on va encore vous inviter pour d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à Moro Njambe, Alain Kabongo, qui vous dit merci, Fiston Atunga, puis Nonzinga Kisha Banjolo, merci. À Romain Makonda, Doudou Montiri, vous dit merci. Si vous voulez aussi être compté parmi nos grands, être invité, vous pouvez nous appeler au numéro plus 243 89 61 50 634. La rediffusion demain samedi à 9h.